Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le résultat de tous mes travaux sur les demeures de l'épouvante. Mais avant de vous présenter tout ça, il est nécessaire de faire une dédicace à Régis et Bruno qui m'ont été d'une aide extraordinaire pour améliorer en fait tout simplement le contenu des demeures de l'épouvante. Et je vais vous montrer comment on a fait et l'idée qui se cache derrière tout ça. Donc il y a déjà deux trois petites choses que vous pouvez voir sur la table. Mais avant de vous présenter ce qui est à ma gauche, je vais commencer par vous présenter la boîte de base des demeures de l'épouvante. Donc déjà, voilà. Dedans la boîte de base, vous allez avoir les plateaux joueurs. Je vais jouer généralement avec deux investigateurs. Donc ça, c'est mon ami Bruno qui a fait déjà un travail exceptionnel pour l'impression 3D pour la réalisation de ces plateaux joueurs. Je vous montrerai comment ils fonctionnent. C'est vraiment super bien, très agréable. Comme tout, ça a toujours un petit peu on va dire des points négatifs, hein, forcément. Rien n'est parfait dans la vie, mais ça peut vous sauver la vie si vous avez une table qui est un peu petite. Ensuite, dans cette grande boîte, on peut y caser ce système de rangement. Donc, dans ce présentoir, vous allez retrouver toutes les conditions. J'y ai rajouté les élixirs, j'ai de la place pour rajouter encore 3 slots qui me permettront au fil du temps peut-être de venir compléter avec d'autres cartes qui reviennent très régulièrement. Je n'ai pas assez d'expérience à ce niveau-là pour vous dire quoi rajouter. Si vous savez, n'hésitez pas à m'en faire part. À savoir que je tiens à dire que l'idéal serait quand même d'avoir un deuxième présentoir pour y mettre les sorts. Je n'ai pas choisi ce système-là, mais sachez que c'est possible de mettre un autre présentoir et y glisser les sorts à l'intérieur. Donc ne me dites pas, mais il est sort, je n'ai pas la place, je le sais très bien. Donc, petit présentoir, made in Bruno. Toujours du made in Bruno et qu'on remerciera jamais assez pour sa gentillesse et aussi sa générosité, hein, tout simplement. Un premier sabot comportant 4 compartiments. J'y ai glissé les objets uniques et les objets communs. Donc, c'est très facile pour tirer les cartes. Ça permet d'avoir les cartes qui sont directement posées dans la boîte et de pouvoir installer tout rapidement. Oui, donc juste pour revenir effectivement sur ce sabot, vous pouvez voir que les cartes ne sont pas slivées. Si ça serait le cas, ça dépasserait dans tous les sens. Mais comme je ne vais pas les sleeve, moi je m'en fiche un peu. Le deuxième sabot, quant à lui, est ici, donc même acabit. Hop, vous voyez, ça bouge quand même un petit peu, c'est-à-dire que les cartes vont être très faciles à prendre. Vous prenez tout le bloc, vous cherchez, vous remettez. Donc voilà, deuxième sabot sur lesquels je vais avoir les dégâts physiques, mentaux et les sorts. Alors effectivement, il est recommandé dans les règles du jeu de ne pas mélanger les cartes et justement de les ranger par ordre alphabétique. Très concrètement, moi je le ferai pas, puisqu'à la fin du jeu, si je dois. Déjà les parties sont longues, si en plus je dois prendre 30 minutes pour les retrier dans l'ordre alphabétique, ça va énormément me démotiver. Et je pense que le ratio temps perdu, temps gagné lors de la partie s'équivaut à peu près. Donc je vais mettre 3-4 secondes pour aller chercher les cartes que j'ai besoin. Peut-être en plus que si elles seraient triées par ordre alphabétique. Et ça me gêne absolument pas. J'ai un autre petit sabot, comme vous pouvez le voir ici. Ce présentoir me sera très utile si je viens à posséder plusieurs types de sorts. Je les glisse dedans et je les mets à côté de mon plateau joueur. Donc ça sera pas très loin de moi non plus. Mais dans la boîte, finalement, qu'est-ce que j'ai? Dans la boîte, vous allez pouvoir constater qu'il y a uniquement les... dans la boîte, je n'ai uniquement que les investigateurs et les grosses figurines. Alors effectivement, les figurines qui sont proposées à l'origine, moi en plus j'ai la première impression, sont vraiment pas très jolies. Pas d'une qualité exceptionnelle, hein. Les ailes sont très molles. Mais vous voyez, avec un petit peu de boulot, on peut arriver, je trouve, à faire quelque chose d'un petit peu sympa. Donc voilà, hein. Surtout que je tiens quand même à préciser que même si cette première édition, première impression n'était pas top, pour ce qui suit,
des extensions, vous retrouvez quand même des figurines qui sont très bien travaillées, super sympas, une fois qu'elles sont mises en couleur. Donc, ne laissez pas votre premier avis sur la qualité du matériel être biaisé par cette première boîte en fait. Regardez les extensions, vous serez bluffé, je vous le garantis. Enfin, bluffé, on va peut-être pas exagérer non plus, disons vous retrouverez une qualité de matériel plus conventionnelle par rapport à aujourd'hui, quoi. Une qualité assez correcte quand même. Donc, boîte de base avec les monstres. Vous avez vu, j'ai pas utilisé les gros socles pour le moment, vous en avez pas vu. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y aura dedans ma grosse boîte. Ce qui veut dire que lorsque je vais mettre en place ma partie, de cette grosse boîte, je sors les investigateurs que j'ai besoin et je la mets complètement de côté. Je n'en aurai absolument plus besoin. Pour ma part, j'ai de la place, donc du coup, elle pourra rester sur la table. Hein, je pourrais aller chercher un gros monstre si jamais j'ai besoin. Ensuite, vous avez pu voir qu'il y avait une deuxième boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette deuxième boîte? Donc, j'ai pris une boîte d'extension un peu grande et avec une boîte un peu rigide. L'idée, en fait, est d'y avoir glissé toutes les autres figurines de monstres de taille moyenne, petite à moyenne. Celles qui sont capables de tenir debout toutes seules, donc notamment celle-là. Il n'y a pas de socle. Elles tiennent debout par elles-mêmes et ça suffit parfaitement. Elles se suffisent à elles-mêmes. Par contre, il y en a d'autres mais qui avaient besoin quand même, pour tenir debout, notamment les cultistes, d'être aidés, j'ai envie de dire. Pour ce faire, j'ai commandé des petits socles de 25 mm de diamètre. Vous voyez, ils sont en bois. Ça fait très très bien l'affaire. Un peu de colle. Vous coupez les petits plots qui permettaient d'aller se fixer sur les socles d'origine en plastique qui étaient gros carrés dégueulasses. Et vous venez les fixer. Ça vous fait des figurines de taille tout à fait convenable. Et ça améliore grandement la qualité du jeu, je trouve. La visibilité sur la table aussi. Et l'expérience de jeu, du coup, n'en est que meilleure. C'est l'idée complète de notre chantier sur les demeures de l'épouvante. Optimiser l'expérience de jeu. Bien évidemment, toutes les figurines sont peintes. Aujourd'hui, je ne vous fais pas du tout un focus sur la peinture. Ça n'a absolument aucun intérêt, vu que je vais vous faire un teaser et je vais vous montrer toutes les figurines peintes, donc avec une lumière beaucoup plus intéressante. Enfin, c'est l'idée quand même. Donc cette boîte sera à ce moment-là donc sur le côté et j'y aurai accès. Vous me direz, ouais, mais t'as pas vraiment d'insert en fait. Tes figurines elles tiennent à peine comme ça. C'est pas top. Alors effectivement, ça ne peut pas être parfait. Vous allez pouvoir, bien évidemment, en mettant encore un peu de sous, faire quelque chose qui serait extraordinaire avec par exemple des mousses fédères, etc. J'en conviens. Mais pour ma part, les boîtes, je ne vais pas les transporter et elles vont rester entièrement à la maison. Et dans le pire des cas, elles seront sur la table. Dans le meilleur des cas, elles seront rangées dans les calax. Donc, elles craignent absolument rien si elles sont rangées et manipulées avec soin. Et surtout, rangées à plat ou à l'horizontale si vous préférez. Ensuite, l'autre partie, et pas des moindres, vous l'avez déjà vu dans l'unboxing du matériel que j'ai acquis. Il y avait une boîte comme ça, donc j'ai fait tout simplement ce que je vous avais dit. J'ai regroupé tout ce qui était nécessaire dans une seule et unique boîte. Vous retrouvez donc tous les pions traditionnels que vous allez utiliser le plus, avec notamment les indices, les améliorations, les barricades, les murs, et surtout ces jetons-là. Parce que finalement, ces jetons de carton qui étaient en fait dans les socles des figurines, il ne faut pas s'en débarrasser, hein, je les ai conservés. Puisque je vais en avoir besoin pour connaître leur quantité d'horreur et savoir qui fait quoi durant la phase de mythe. C'est là où regarder son plateau est intéressant en fait. Vous ne pouvez pas acquérir cette donnée via l'application, vous l'avez que par le plateau. Donc comme quoi, voilà, l'application est là, mais elle reste quand même qu'un support narratif, d'ambiance, elle gère l'aléatoire et elle vous guide, d'accord? Là, le plateau est vraiment très important et le matériel aussi. Donc ça, vous le gardez. J'en ai gardé qu'une par type de monstre. J'en ai pas besoin de plus. Hein. Voilà. Toutes les autres, elles ont été mises. Tout ce qui me sert à rien n'a pas été mis à la poubelle. Ça a été mis dedans une boîte d'extension et c'est rangé proprement si jamais un jour je viens devoir m'en séparer.
histoire que la personne qui récupère le matériel ait justement tout le matériel. Voilà, donc si vous avez une boîte qui est plus petite, utilisez-la, hein, bien sûr, ça marchera très bien, et rien ne vous empêche de regrouper toute cette section dans une même section. D'ailleurs, même là, il y a une erreur. Mais moi, j'avais cette boîte-là et je m'en suis très bien adapté. Donc ça sera sur ma droite pour pouvoir y avoir accès très facilement et très rapidement. Je serai accompagné, suivant les scénarios et suivant les heures à laquelle je joue, soit d'une tour LAD, soit d'un bac pour jeter les dés. Celle-là, vous le connaissez, c'est celle de persévérance. Bon, l'idée est d'avoir quand même une surface pour jeter les dés, hein, tout simplement. Et le clou du spectacle, si on veut, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ouais, un rangement sous forme de casier ou de tiroir. J'y ai répertorié, étiqueté donc toutes les boîtes, la boîte de base et les extensions. Les petites extensions, je les ai réparties avec des plus grosses extensions. Chaque fois, au niveau de l'étiquette, vous allez retrouver le symbole de l'extension. Ça permet de trier les tuiles plus rapidement, ou du moins d'assimiler les symboles par rapport aux extensions. Dans Demeure de l'épouvante 2, donc c'est la boîte de base, je vais y avoir mis les scénarios. Je vais y avoir mis donc les investigateurs dans une petite pochette plastique. Ah. Donc voilà, dans une pochette plastique, j'y ai mis donc tous les investigateurs. Voilà, histoire d'un minimum les protéger en fait, hein, tout simplement. On retrouve les sachets individuels pour les PNJ, d'accord, PNJ. Ça, c'est les portes que j'ai réalisées. Ça sera toujours plus sympa que les portes appelées jetons découvertes, représentées par ces jetons-là. Donc, hop, on les mettra à la place de ça, histoire d'avoir quelque chose qui nous apporte un peu plus de relief sur la table et une meilleure immersion. En fait, l'idée pour moi d'avoir des portes permet une immersion plus importante, puisque rappelons qu'on est dans un univers Lovecraft. On est dans quelque chose où on est censé être dans un endroit fermé. On rappelle que Les Demeures de l'épouvante est un jeu d'exploration dungeon crawler. Vous allez donc avoir du loot, vous allez donc avoir la nécessité d'explorer, etc., tuer des monstres et compagnie. Et pour apporter, on va dire, une ambiance encore plus fermée, montrer qu'il y a des cloisons, comme on va être généralement dedans des manoirs, des bateaux, des ruelles, il va y avoir des bâtiments, on va dire, des années 20, j'ai fait des portes traditionnelles avec des signes un peu ésotériques dessus, pour, on va dire, apporter un peu plus d'immersion. Ensuite, on retrouve toutes les tuiles donc de l'extension. Vous voyez, il y a vraiment la place pour pouvoir ranger l'ensemble des tuiles. Donc toutes les tuiles extension, les grosses sont là. Les plus petites sont ici. Et elles se casent parfaitement dedans. Ce n'est pas obligé de les avoir tout dans une pile. Elles ne sont pas triées du tout. Je tire mon tiroir, je cherche, je re-range. Hein, tout bêtement. Dans le deuxième rack, j'ai mis donc tous les livrets avec l'extension du serpent et leur PNJ aussi. Comme ça, j'ai les livrets à portée de main aussi. Je les ai pas mis là-haut pour éviter de trop surcharger. Dans la troisième, il y a deux extensions confondues, donc vous allez avoir deux sacs PNJ aussi, bien attitrés, avec à chaque fois au moins tous les symboles bien mélangés, à chaque fois tous les PNJ bien mélangés, que je puisse directement voir facilement les symboles des PNJ pour aller les chercher encore plus rapidement. Pareil pour en dessous, les deux extensions, deux sacs de PNJ et tout est rangé. Pourquoi tout ça finalement? En fait, ce qu'on reproche pas mal aux Demeures de l'épouvante, c'est le temps de recherche de matériel et d'installation. Avec un petit peu de, on va dire, de cœur, d'aide, c'est clair. Encore une fois, je remercie Bruno et Régis de m'avoir aidé à accomplir tout ça. En fait, les Demeures de l'épouvante, une fois que vous avez passé ce cap-là,
qu'il n'y a plus de recherche, que c'est facile à organiser, que ça ne prend pas tant de place, ben, c'est un jeu qui est très agréable à jouer. Vraiment, je vous le jure, c'est un jeu qui est très agréable à jouer une fois que vous avez surmonté l'épreuve du matériel. Je vous ai dit que j'allais vous présenter un petit peu comment marchaient ces jetons, enfin ces plateaux joueurs. Donc j'en prends deux. On va aller chercher deux explorateurs au pif. Voilà. Dans la partie haute ici, je vais pouvoir y glisser mes cartes de santé mentale, mes dégâts en fait. Si je viens devoir en retourner une, par exemple celle-là, hop, je la mettrai devant, ici. Comme ça, je pourrai avoir un œil directement dessus. Là où ce sera peut-être effectivement un peu plus pénalisant, c'est de pouvoir lire toutes celles qui viennent à s'enchaîner derrière. Donc ça veut dire que je vais devoir chaque fois peut-être les relever un petit peu ou plier pour m'en souvenir. C'est pour ça que je me suis débrouillé pour les mettre assez proches de moi, que je puisse dominer vraiment à 100% mon petit plateau joueur et pouvoir regarder dessus. Mais généralement, une fois que vous l'avez lu, vous vous en souvenez un petit peu. Quoique, il y a tellement de cartes que parfois on vient en oublier, c'est tout à fait logique en fait. Viendra à côté les cartes dégâts. Dans l'emplacement ici, j'y mets généralement les objets uniques, genre les preuves, etc. Donc je les prends et on les enchaîne, tout simplement. Il y a vraiment la place. Donc pas de problème du tout. Je trouve que c'est assez malin. Peut-être que l'idéal sur ce type de plateau, ça aurait été effectivement de les incliner un petit peu, histoire d'avoir, on va dire, une lecture à chaque fois des titres via l'inclinaison. Bon, ça reste un détail. Le principal est d'avoir un plateau de joueurs qui soit facile à prendre en main en fait et qui ne prenne pas beaucoup de place. Pour ce qui est des améliorations, les améliorations en fait, tout simplement ce que je ferai, je les mettrai sur le côté parce que c'est suffisant en fait, tout simplement d'avoir ça comme rappel. On verra, on le mettra dans l'ordre ou autre, on verra. Et surtout, ces trous-là pour y mettre un peu les indices. Ça fait un peu gadget, mais au moins ça traîne absolument pas sur la table. Donc voilà. Alors après avoir, vous pouvez très bien faire ça par exemple. Mettre tous vos indices. Et là, vous mettez vos améliorations. Bien sûr, c'est possible. C'est pour ça que je dis, je verrai comment je fais. Les racks qu'il y a ici, c'est pour y poser, on va dire, les objets communs. Donc voilà, ce système de sabots est à utiliser vraiment dos à dos, histoire qu'on puisse y avoir accès des deux côtés facilement. En dessous, on utilisera les objets communs. Voilà, donc je pense que je vous ai tout présenté par rapport à l'optimisation, mon optimisation du matériel. Vous présenter l'aide que j'ai reçue aussi, encore une fois remercier Bruno et Régis pour tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à jouer, il ne reste plus qu'à vous faire le petit teaser pour vous montrer un petit peu la peinture qui a été réalisée, le travail qu'il y a eu dessus. Vous, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que tout ça est obligatoire? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour améliorer le matériel? Bien sûr que oui. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires de votre avis, de votre opinion, de vos choix, de ce que vous avez fait pour le jeu. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!